L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index. Merci de me faire l'amitié de me suivre comme ça chaque samedi soir sur Radio Québec Plus. Ce soir, nous avons invité un journaliste algérien qui va partager avec nous ses souvenirs. Et il faut bien le dire qu'à travers sa profession, son métier, il a traversé, on peut dire, un quart de siècle d'événements. Et vous allez voir, quand il va se mettre à parler, ce ne sont pas seulement ses souvenirs à lui qui vont remonter à la surface, mais vos souvenirs à vous aussi, et on va revivre ensemble certains événements qui ont marqué l'histoire moderne de l'Algérie. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre ami Mostafa Chelfi. Mostafa Chelfi, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Également. Mostafa, donc vous êtes un journaliste algérien. Beaucoup d'Algériens vous connaissent parce que vous êtes aussi le directeur du journal Alpha. J'étais. Dans une autre vie. Oui. Et donc avec le journal Alpha, qui est quand même un organe central ici au niveau de la communauté algérienne du Canada. Mais Mostafa Chelfi, on le connaît aussi comme un journaliste algérien qui a travaillé dans plusieurs quotidiens et hebdomadaires en Algérie. Et Mostafa, on va commencer par le commencement, comme d'habitude. C'est le plus facile. C'est ça. Donc, le journalisme, pour toi, ça a commencé quand exactement? En 81, novembre 81. Novembre 81, c'était quoi? Tu arrives dans un journal, tu es recruté. Qu'est-ce qui se passe exactement en novembre 81? Je commence à apprendre les rudiments du métier. On me demande de visionner certains films, de lire des livres, de faire des fiches de lecture, des comptes rendus de films. Donc c'est de tout petits articles, mais qui vous entraînent à écrire, à ne pas faire d'erreurs et surtout à vous concentrer, à synthétiser. Et après, on grimpe doucement les échelons, on devient journaliste, puis commentateur spécialisé, grand reporter, etc. C'était dans quel journal? Algérie Actualité, qui était un hebdomadaire. Donc Algérie Actualité, pour les gens qui ont un certain âge, c'était quand même un hebdomadaire incontournable en Algérie avec du très très bon contenu et qui avait rassemblé à une certaine époque les plus belles plumes d'Algérie. Moi je me rappelle, à chaque jeudi on attendait la sortie d'Algérie Actualité parce que ça nous tenait pendant toute une semaine et ça a suscité beaucoup de réflexions et de débats. Et donc à Algérie Actualité en 1981, on n'arrive pas directement journaliste comme ça. Oui, on passe quelques mois dans la rubrique guide pour ce qui me concerne, puisque je me suis orienté dès le départ vers la culture. Donc j'ai été dirigé vers la rubrique guide, où on apprend les rudiments des métiers. Donc je suis resté là-bas 2 ans, je pense, si mes souvenirs sont exacts. Et après, j'ai commencé à travailler dans un peu toutes les rubriques, parce que je ne me suis jamais spécialisé. Et je suis resté assez généraliste. J'ai intervenu dans la culturelle, j'ai intervenu en société, en économie. Il m'est même arrivé d'intervenir en sport, ça m'est arrivé une fois. Donc, je faisais un peu le tour de toutes les rubriques, mais j'étais affilié à la rubrique culturelle, attaché à la rubrique culturelle. Et justement, à cette époque-là, le quotidien, ou l'hebdomadaire Algérie Actualité, il y avait de grands noms qui signaient des papiers dans ce journal-là. Mais il faut surtout dire que c'était l'époque du parti unique. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui, avec cette liberté d'expression, multiplication des titres et des journaux, etc. Mais on sentait quand même qu'Algérie Actualité avait une certaine indépendance, une certaine liberté de temps par rapport à Al-Moudjahid, par rapport à Chab, etc. C'était une liberté de temps qu'on nous accordait à dessein. On jouait le rôle du sifflet pour la cocotte minute, pour ne pas exploser. La cocotte minute a besoin d'évacuer la vapeur. Et la vapeur est évacuée à travers le sifflet, au-dessus du couvercle de la cocotte minute. Et nous, on jouait exactement ce rôle-là. On était une soupape et qui permettait d'évacuer le trop-plein des gens
qui constatait que ça n'allait pas aussi bien que ça, malgré El Moudjahid, qui disait le contraire. Donc il fallait qu'Actualité dise un peu autre chose. Donc il y avait un équilibre à tenir entre l'obéissance plate et la rébellion ouverte. Il fallait trouver un juste milieu et c'était assez compliqué. Et d'ailleurs, ce qu'on remarquait à l'époque, c'est que Algérie Actualité évitait un peu les sujets qui fâchent en politique, mais il y avait beaucoup d'audace en matière de débats sociaux, comme par exemple sur la sexualité des Algériens, la place de la femme, etc. L'économie et tout ça. Et donc, ça faisait quand même des débats bien animés au sein de la société à l'époque. Oui, nous recevions beaucoup de courriers des lecteurs. Vous avez fait référence à un dossier sur la sexualité. Nous l'avons fait à deux avec une consoeur à moi, une collègue. Et je n'ai jamais vu autant de courriers aboutir à Algérie Actualité. Il y avait des lettres qui nous insultaient, qui nous traitaient de tous les noms, et d'autres lettres qui nous encourageaient. Donc déjà, on voyait que la société était pas mal partagée sur les questions importantes, et la sexualité est une question importante en Algérie. Et je me souviens même de la une d'Algérie Actualité sur l'hymen et tout ça, et on parlait et ça a choqué à une certaine époque. On se disait, mais c'est quoi ça? C'est la première fois où j'ai vu le facteur arriver avec un sac où il y avait des lettres. D'habitude, il ramenait un petit paquet. Comme ça. Mais là, il y a eu des lettres qui sont arrivées de partout d'Algérie. Des lettres scandalisées, offusquées, et d'autres lettres d'encouragement. Oui, bravo, c'est du courage, allez-y. Il faut parler franchement, il y en a marre de cette hypocrisie. Donc on avait ces deux lectorats, et comme on était sous régime de parti unique, avec un ou deux hebdomadaires, il y avait aussi Révolution africaine, mais ça permettait aux gens un peu de se défouler, de dire ce qu'ils avaient sur le cœur. Chose que maintenant ils font beaucoup plus facilement parce que les choses sont devenues plus faciles maintenant. À comparer à aujourd'hui, bien évidemment, vous avez un peu la partie beaucoup plus difficile que ça et beaucoup complexe, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une liberté de presse où on peut dire relativement pas mal de choses. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque aussi, vous aviez Tawfiq Hakm avec vous, qui commentait les programmes télé. Oui. Et lui aussi, on a même consacré le 20h, l'ouverture du 20h pour Tawfiq Hakm, parce qu'il avait osé critiquer certains, enfin faire de l'humour avec les programmes de télé, en touchant même à la causerie religieuse de l'époque et tout ça. Moi, je me rappelle d'une anecdote, c'était Slim, le caricaturiste, qui avait croqué pour la première fois le président Chadli Benjedid, sur une page. Une page. C'était pas méchant, hein, mais il l'avait représenté avec un pif, comme celui de Tagada. Et donc, le soir, quelqu'un qui a vendu la mèche, et les services de sécurité viennent, regardent la planche et décident que non. Mais le journal était déjà imprimé, 200 000 exemplaires étaient imprimés. Donc ils ont balancé les 200 000 exemplaires au pilon, et on a refait le journal avec, je ne me rappelle plus, mais je pense que c'était un policier qui faisait la circulation à la Grande Poste d'Alger. On a dû refaire le journal comme ça à toute vitesse, c'était incroyable. Et maintenant, le président est caricaturé par tout le monde, personne ne le rate, mais à l'époque, le premier qui a fait ça, c'était Slim. Et il avait fait une planche, non seulement qui n'était pas très méchante, mais qui était intelligente. Et ce sont deux choses qui n'ont pas marché avec des services qui n'acceptaient pas ça, les services de renseignement. Mais à l'époque, est-ce que quand même, vous sentiez la présence des gens qui contrôlaient le contenu, qui étaient là pour surveiller, pour veiller au grain, pour pratiquement... Tous les jeudis, on recevait la visite du capitaine Arjouan, qui venait, qui s'installait dans le bureau de Kamel Belkacem, qui était le directeur d'Algérie Actualité, qui se faisait ramener les moras. Les moras, les derniers papiers que l'on corrige, que les journalistes corrigent, avant que le final n'aille à l'imprimerie. Et puis, il jetait un coup d'œil. Généralement, tout passait. Mais il arrivait que certains articles ne passent pas et que même des journalistes aient été inquiétés. Il y a une collègue journaliste qui a fait un article sur Chadli Benjedid, et parce qu'elle avait décrit comme étant le prince aux cheveux blancs, ça avait déplu
comme c'était pas possible, alors que l'article en lui-même était correct, sauf qu'il y avait une allusion, bon, eux ont compris qu'elle parlait du président Chedley, et donc elle a été licenciée. Donc, licenciée. Et tout le monde était étonné, on se dit, tiens. Alors, on ne savait plus à quel niveau se situait la censure. Il y avait des articles qui étaient méchants, d'autres qui l'étaient moins, et c'était eux qui décidaient. Il y avait une collègue aussi, toujours une collègue, qui a fait un article sur le pétrole algérien, et elle a révélé que le cours était de temps. Elle a été embarquée par la sécurité militaire. Alors que les renseignements qu'elle avait pris, les avait pris sur Le Monde, qui était en vente dans tous les kiosques d'Alger. C'était assez ubuesque. C'était pas clair. La sécurité militaire agissait parfois d'une manière inconsidérée. Maintenant, ce sont des choses qui ne se font plus. Pour qu'on inquiète un journaliste, même Dilemme, il fait des choses extraordinaires. On ne l'interpelle plus. Ça, ou le hic de ou le hic, ou plus tous les caricaturistes. Slim aussi, il fait des choses dernièrement assez osées. Mais il faut dire que toutes ces questions-là, tous ces aspects-là, le contrôle où les gens ont un droit de regard sur pratiquement tout, nous, on ne le voyait pas. Et certains militants, par exemple politiques, qui activaient à l'époque, comme par exemple les gens du PAX, etc., certains considéraient même le journal Actualité comme une forme d'opium pour le peuple, pour lui donner l'illusion qu'il y a quelque chose qui se passe. Et comme tu le disais justement en ouverture, que pour eux, Algérie Actualité faisait de la politique pour le pouvoir, justement, à l'époque. Le directeur du journal était nommé par le ministre de l'Information. Donc c'est vrai qu'il y avait une relation en droite ligne avec le pouvoir. Mais en même temps, nous, on ne voulait pas tellement jouer ce jeu. Donc il est arrivé à un moment où le directeur nous a dit « Écrivez ce que vous voulez, laissez-moi de la place pour mon éditorial ». Donc comme c'était lui qui donnait le cap, donc il était débordé par une rédaction qui était très frondeuse, et il s'est retrouvé à dire « Moi, je veux mon édito ». Donc on avait trouvé un moyen terme avec le directeur. Et Kamal, à l'époque, il faut bien le dire, écrivait lui aussi très très bien d'ailleurs. Et donc, vous escaladez cette énorme montagne justement du journalisme, vous n'êtes plus au bas de l'échelle, on commence à monter un peu. Et là, vous devenez un journaliste à part entière. Oui. Et par la suite, vous allez être associé à des entrevues et à quand même des événements majeurs dans l'histoire de l'Algérie. Et je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'interview que vous faites avec Feu Boudiaf Lermou. Oui. D'abord, comment on décide de partir comme ça avant que Boudiaf n'arrive en Algérie? Comment vous décidez de partir au Maroc pour le rencontrer? Je n'avais rien décidé. En fait, ce n'était pas moi qui devais lui faire l'interview. C'était deux confrères qui devaient lui faire l'interview. Et puis, je les voyais à la cafétéria tous les jours. Et je leur demandais, est-ce que vous partez au Maroc? Oui, nous allons partir bientôt, demain, incessamment sous peu. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, si vous ne voulez pas y aller, je peux y aller. Donc il y a l'un d'entre eux qui me remet l'adresse, le numéro de téléphone de Boudiaf, je prends l'avion et je file. Donc je suis parti sur... c'est parce que deux collègues à moi ne se décidaient pas à partir. Je suis parti à leur place. Donc j'arrive à Casa, j'appelle au numéro que l'un d'eux m'a donné, et puis c'est Mohamed Boudiaf qui répond. Comme par hasard, c'est lui qui répond au bout du fil. Et donc je me présente, je sollicite de sa part une interview, il me dit ok, je lui dis quand est-ce que je peux venir, il me dit demain, 4 janvier. Donc je prends le train jusqu'à Rabat, de Rabat je prends un taxi. 4 janvier en quelle année 92. 92. Il est arrivé en 92, oui. C'est ça. Donc 4 janvier 92. Donc j'arrive à Rabat, je prends un taxi pour Kinitra, je cherche son adresse, je sonne, il m'ouvre la porte. Ça s'est fait aussi simplement que ça. Il m'invite à entrer dans le salon, je m'assieds, un thé, et on commence l'interview. Donc voilà. Et quand vous commencez à parler à Boudiaf, est-ce que vous sentez que
le monsieur était déjà un peu au courant de ce qui se passe en Algérie. Oui, parce qu'il y avait le téléphone qui sonnait et il se levait en s'excusant. Excusez-moi, je réponds au téléphone. Le téléphone était dans le couloir, il baissait la voix. Comme si c'était un entretien qui nécessitait de la discrétion. Sur le coup, je ne me suis aperçu de rien, sauf que j'ai remarqué ça. Qu'il baissait la voix pour parler. Et puis ça s'est produit plusieurs fois pendant qu'on réalisait l'interview. On est resté 2 heures pour réaliser l'interview, en elle-même, 2 heures, pour réaliser l'interview. Et puis le téléphone sonnait assez fréquemment. Et puis vers la fin, quand on a terminé l'interview, il m'a proposé, puisqu'il descendait sur Rabat pour assister à l'enterrement de l'un de ses amis, il m'a proposé de m'accompagner jusqu'à Rabat. Et pendant le trajet, il m'a posé une question qui m'a paru un peu bizarre. Il m'a dit, est-ce que vous pensez sincèrement que je dois vous rentrer en Algérie? Je lui dis, je le regarde un peu étonné, je lui dis, c'est une mauvaise idée. À l'époque. C'était mauvais. Donc malheureusement, j'avais éteint mon magnétophone parce que l'interview était terminée, mais je me rappelle très bien que je lui ai dit, c'est une mauvaise idée. Parce que, je ne sais pas, mais je suis très sensitif. Je sens des choses comme ça. Je me suis dit, ce gars-là, il est ici depuis... En plus, il m'avait avoué que depuis qu'il était au Maroc, depuis 28 ans, il n'avait pas lu les journaux algériens. Il n'était au courant de rien. Et ça m'a paru un peu bizarre pour une personne qui a eu la carte numéro 1 du FLN. Il était dans sa briqueterie, il s'occupait de sa briqueterie, il avait sa famille, il s'occupait de sa famille, puis pour le reste, nada, rien du tout. Donc il s'est coupé totalement de... Oui, et puis il est rentré. Il est rentré, et puis moi je suis rentré bien sûr avant lui, et j'ai pris tout de suite l'avion pour rentrer sur Alger, et j'ai proposé à Kamel de me donner on avait changé, hein. On n'était plus dans l'actualité. Kamel avait lancé un journal qui s'appelait Le Quotidien d'Algérie, et moi j'avais lancé un hebdomadaire dans le journal de Kamel qui s'appelait Le Jeudi d'Algérie. Donc on était 2 rédactions indépendantes sur le même palier, et je proposais à Kamel de me donner la une. Et Kamel m'a dit non. Je te donne la DER. Et je lui dis, bon, mais est-ce que l'interview va passer cette semaine? Il me dit non, cette semaine c'est complet, il faut attendre la semaine d'après. C'est ce qu'on a fait, donc on a attendu la semaine d'après, l'interview est passée à la DER. Et puis, dernière. La dernière, c'est ça. Page 24. Et puis c'est ce jour-là qu'arrive Bourieff. Et moi je suis tombé, je ne croyais pas mes yeux là. Bourieff, qu'est-ce qu'il fait ici? Puis j'apprends qu'il va être président de la République. Alors là, je suis perdu, parce que dans l'interview, quand je lui pose la question, est-ce que le fils a gagné, parce que j'ai vu le 4 janvier, le fils il a pris le premier tour, il a gagné le premier tour le 26 décembre, quand je lui dis, est-ce que le fils va gouverner, il me dit, oui, il faut qu'il gouverne, puisqu'il a gagné. Et je lui dis, mais l'armée va intervenir, elle va faire un coup d'État. Il me dit, mais c'est quoi cette armée? C'est une baudruche qu'il faut dégonfler. Et quand je lui parle du FLN, il me dit, c'est quoi le FLN? C'est rien du tout, c'est du magma. Et je le vois. Je savais, là, je ne comprends plus rien, il y a quelque chose qui m'échappe. Donc déjà, votre interview avec lui n'était plus d'actualité. Elle était d'actualité. La preuve, c'est qu'elle a été boycottée par tous les journaux. Personne ne voulait en parler. Le seul journal qu'il a cité, qui a cité quelques extraits, c'était le journal Le Monde en France. Mais lui, ce qu'il disait, c'était une bombe. Il disait, il faut laisser le fils gouverner. C'était écrit, noir sur blanc. Il lui est arrivé pour l'empêcher de gouverner. C'est ça. Il disait, l'armée, c'est quoi? C'est une baudruche qu'il faut dégonfler. Et puis c'était elle qui l'appelait. Il disait, le FLN, c'est un magma, mais c'était le FLN qui tenait l'Assemblée. Donc il y avait quelque chose, ils ont réussi à le convaincre malgré des opinions contraires qu'il avait dans la situation. Mustapha, il faut dire aussi qu'il y a le hasard qui fait trop bien les choses pour toi. Oui. C'était pas la première fois. C'était pas la première. D'ailleurs, il y a aussi l'histoire de la Roumanie. Oui. Et là où vous êtes en Roumanie, c'est pas hasard. Pour un journaliste, c'est un moment historique. Oui, mais c'est un hasard, là aussi, parce que... Donc on va en parler aussi. Donc la Roumanie, vous arrivez
En 89, hein. En 89, ouais. Et c'est là où il y a la révolution contre Ceausescu et ça. Je vois ça en direct. Incroyable, j'arrive 5 jours avant. Le rédacteur en chef avait réuni des journalistes d'Alger Actualité, on était 5. Et puis il nous a demandé, voilà, il se passe des choses à l'Est, mais ça se passe tranquillement, doucement. Et il faudrait que chacun d'entre vous se dirige vers un pays pour nous raconter pourquoi, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, ailleurs, en Pologne, je ne sais plus où. Et puis, il me demandait, toi, Mustapha, tu veux aller où? Je lui dis, moi, je veux aller en Roumanie. Il me dit, il ne se passe rien en Roumanie. Je lui dis, justement, il ne se passe rien, je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi tout est calme. Donc, ok, j'arrive 5 jours avant en Roumanie, je m'installe à l'hôtel. Le lendemain, je sors, je fais un tour en ville pour faire connaissance avec le terrain. Et puis, 5 jours après, une rumeur, un bruit, des tirs. Et c'était Ceausescu qui s'en allait. Il a été hué par les gens qui assistaient à son fameux discours à l'hôtel de ville. Et donc, il a pris ses clics et ses claques. Il est parti dans un hélicoptère, je pense. Il a été rattrapé, jugé, exécuté. Et la Roumanie, quand on voit une révolution comme ça, sur place, dans un pays qui avait été tranquille, où les gens baissaient la tête, où les gens rasaient les murs, ils faisaient la queue pour 250 grammes de beurre, il allait acheter du pain dans une boulangerie, il faisait la queue. À la pompe à essence, les voitures étaient les unes derrière les autres, et il y avait des gens qui ramenaient avec eux des coussins pour dormir en attendant de faire le plein. C'était un pays complètement démentiel. Et puis Ceausescu, là, on le craignait tellement qu'on l'appelait le petit doigt qui sait tout. Parce qu'on ne pouvait pas bouger. Avec la Stasi. La Stasi, terrible, terrible. Et à l'époque, il faut bien le dire, parce que beaucoup de gens aujourd'hui n'imaginent pas comment vivaient les gens dans ces pays-là qui étaient sous influence du bloc soviétique à l'époque. Mais la Roumanie, c'était l'un des pays où pratiquement il n'existait aucune liberté, et où les dirigeants justement vivaient comme des chefs suprêmes. Ils avaient droit de regard sur la vie. Les chiens de Ceausescu, qui promenaient avec lui dans sa voiture blindée, avaient un pouvoir d'achat meilleur qu'un ingénieur dans une usine. Ils mangeaient mieux. Ça, c'était le communisme à une certaine époque. Oui. Mais Mustapha, donc, lorsque tu commences à voir cette révolution qui se fait subitement, comme ça, de manière pratiquement spontanée devant tes yeux, c'est quoi la réaction d'un journaliste dans une situation pareille? Il se dit, tiens, j'ai trouvé une pépite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il... Non, c'est pas là, parce que des fois, là, on est obligé de suivre son instinct. Il y a un journaliste, je crois que c'était un gars de l'AFP, du bureau de l'AFP à Bucarest, qui vient me donner un scoop. Il me dit, Mustapha, il y a un massacre à Timișoara. Qui est un massacre très, très, très célèbre. Oui, très célèbre. Je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines de cadavres. Oui. Et puis moi, j'étais en train d'écrire mon article, et puis j'allais ajouter ça. Parce que c'était quand même un journaliste qui était sur le terrain de l'AFP, du bureau de l'AFP, à Bucarest, qui me donne le renseignement. Donc j'allais ajouter ça, puis à la dernière seconde, je me suis retenu. Je me suis dit, est-ce que j'ai vu cet événement? Je ne l'ai pas vu. C'est X qui m'en a parlé. Donc, moi, je ne le mets pas dans mon article tant que je ne l'ai pas vérifié de visu. Et je ne l'ai pas envoyé. Et tant mieux pour moi, parce qu'il s'est avéré que c'était une false, comment on appelle, une fake. Une fake news. Oui, à l'époque. Oui. Donc, bon. Donc, les fake news, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, mais sauf qu'ils n'avaient pas ce nom-là. Mais à l'époque, ça existait. Il avait de l'intox, de la manip, et tout le monde racontait des histoires à dormir debout. C'était terrible. À l'époque, le mot utilisé, c'était l'intox, oui. Ah oui. C'est l'intox. Non, mais puis, là, ce qui s'est passé à Bucarest, c'était terrible. Et donc, est-ce que vous êtes rentré par la suite directement à Alger? 15 jours plus tard. 15 jours plus tard. Oui. Vous êtes resté quand même? Oui, 15 jours. 15 jours, parce que tous les vols étaient complets, les vols de retour. Et puis que mon billet d'avion était périmé pour la date à laquelle je devais embarquer. Et c'est grâce à l'intervention d'un ami qui était là-bas, installé en Roumanie, qui a couru
et qui a réussi à changer la date du billet en approvisionnant, en donnant des paquets de cigarettes, des bouteilles de whisky à une personne qui m'a donné un billet pour décoller. Donc je suis resté en tout et pour tout, je pense, une quinzaine de jours à Bucarest. Arrive par la suite en Algérie, Mustapha, la période du terrorisme et ça devient vraiment extrêmement dangereux d'être un journaliste en Algérie. Oui. Moi, j'avais pris mes clics et mes claques avant. Parce que je savais, et dans l'interview de Boudiaf, dont on a parlé tout à l'heure, je lui avais dit que le fait que l'armée intervienne, c'était une supposition, on était le 4 janvier. Je lui ai dit que si jamais l'armée intervenait, nous allions vers la guerre civile. Donc j'avais de bonnes raisons de penser qu'après que l'armée ait interrompu le processus électoral pour les uns et le processus démocratique pour les autres, j'étais persuadé que ça allait exploser. Et ça a explosé, mais moi je n'ai pas entendu, je suis parti au Maroc. Vous avez quand même beaucoup d'amis qui sont restés là-bas. Oui. Et vous avez gardé des contacts avec ces gens-là. Oui. Quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur cette époque-là? Moi, quand je pense à cette période-là, d'abord en dehors du fait qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts, et aussi il y a eu des journalistes qui ont été assassinés dans Algérie Actualité, des collègues, Tahar Djaoud, Djilali Arabdio, deux autres personnes. Tahar Djaoud, tu m'avais dit un jour que tu l'avais même invité un peu à revoir ses textes pour ne pas trop provoquer la colère de cette... Non, pas à revoir ses textes parce que Tahar, c'était un ami, faisait attention. Parce que je lui ai dit un jour, parce que je suis allé, je passais par la rue où je trouvais leur local, Rupture. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je suis par là, je vais leur dire bonjour. Je rentre, la porte était ouverte. Une porte blindée était ouverte. Et Tahar était dans la salle du fond, le dos tourné à la porte, en train d'écrire. Je l'interpelle, je lui dis Tahar. Et la porte, elle est ouverte. Il me dit oui, mais bon. Je lui dis c'est pas prudent parce que la situation n'est pas bonne. Donc le gars, il ne pensait pas, il n'a jamais pensé qu'il allait faire l'objet d'un assassinat. Il ne réalisait pas que ces textes avaient beaucoup d'impact sur ces gens-là. Mais maintenant, quand il a été assassiné, beaucoup de ses amis n'ont pas pensé qu'il a été tué par les islamistes. Il y a des gens qui ont posé la question. Il y a des gens qui ont écrit des articles pour poser la question. Ils ont dit ce n'est pas certain que ce soit les islamistes qui l'aient abattu. Évidemment, chacun selon ses convictions. Il y a des gens qui étaient persuadés que c'était les islamistes, d'autres étaient persuadés que ce n'était pas les islamistes. Et ça démontre que la situation devenait ingérable. Algérie Actualité, il y a eu 4 journalistes qui sont morts. Mohamed Belmeni, qui n'était même pas journaliste, si, il était journaliste, mais il avait laissé tomber le métier et il avait pris un poste dans la comptabilité. Donc ça faisait longtemps qu'il avait laissé tomber le poste de journaliste. Mohamed Dorben, qui était caricaturiste, qui a explosé, c'est une bombe. Il avait changé, il était parti à Al-Watan, et la bombe a explosé, et Mohamed Dorben a fait partie de la vingtaine de morts. C'était terrible. Et puis toutes les personnes qui mouraient partout dans le pays, à l'est, à l'ouest, au centre, au sud, au nord. On parle de 200 000 morts. Même s'il n'y en avait que la moitié, ce serait une erreur, une horreur terrible. Mustapha, personnellement, maintenant je te connais depuis plusieurs années ici à Montréal, je ne t'ai jamais vu aussi affecté que lorsque justement on avait annoncé la mort de Khaireddine Amir. Ah oui. Ça t'a fait énormément mal. Khaireddine Amir est mort en 2000. En juin 2000, si mes souvenirs sont exacts, en juin 2000, donc ça fait 17 ans et j'ai travaillé avec lui. Il était directeur du journal, moi j'étais rédacteur en chef, puis il m'avait nommé directeur de la rédaction. Et donc je travaillais, je le voyais tous les jours. C'était un monsieur que j'aimais beaucoup parce que c'était une intelligence incarnée, puis c'était un homme d'une intégrité terrible, extraordinaire. Donc quand j'ai su qu'il était mort, en plus il s'est suicidé, là ça m'a j'étais...
j'ai pas compris. Comme un homme comme lui, jamais j'aurais pensé qu'il allait mourir de cette façon. Oui, si on m'avait dit qu'il avait été assassiné, j'aurais eu énormément de peine, mais je me suis dit, bon. Est-ce qu'on a compris aujourd'hui pourquoi il a fait ça, Khaled El Amir? Je pense que c'est parce que, devant l'état dans lequel, c'est mon opinion, je pense que c'est parce qu'il ne supportait plus de voir l'Algérie dans l'état où elle était rendue. Ça, c'était pas possible, c'était au-dessus de ses forces, là. Il a pété un câble, quelque part, il n'a pas su surmonter cette peine qui le submergeait, et puis... Parce qu'à l'époque, quand il commet justement l'irréparable, son journal allait bien, financièrement, c'était pas... Je sais pas... bon, en 2000, je ne sais plus s'il était à l'Actualité, je pense qu'il avait été à la Tribune. À la Tribune, oui. À la Tribune. Que je n'ai pas fait, oui. Mais la Tribune, il n'en a pas fait une question d'argent, il en a fait une question de principe. Oui. Il voulait des articles qui tiennent la route, pas des articles de complaisance comme certains journaux les commettaient pour avoir de la publicité. Il y avait des journaux comme ça, et des directeurs de journaux qui le faisaient. Prenaient la pub et puis je ne parlait plus. Donc lui, c'était pas ce genre de gars. Je crois que parmi les journalistes que j'ai connus en Algérie, je crois que c'est l'un pour lequel j'ai le plus d'affection. Aujourd'hui, Mustapha, quand on regarde la situation du journalisme en Algérie, il y a 1001 journal, donc les titres sont là en français, en arabe. Il y a une jeune génération de journalistes qui travaillent, qui fait. Mais personnellement, ce que j'ai remarqué, c'est que nous avons développé une espèce de tare qui est en train de grossir à vue d'œil. C'est cette manie à vouloir tout le temps faire du commentaire au lieu de donner d'abord de l'information. Est-ce que c'est propre à notre école, entre guillemets, de journalisme? Est-ce que c'est que les journalistes aujourd'hui ne sont plus des journalistes mais des militants? Pourquoi Un peu de tout. Pourquoi on y est comme ça? Un peu de tout. Il y a des journalistes qui font très correctement leur travail, selon les règles de l'art. Il y a d'autres qui se laissent aller à des commentaires un peu fumeux. Il y en a d'autres qui écrivent de temps en temps, d'autres qui écrivent un peu plus souvent. Ça dépend du caractère qu'on a et du sentiment qu'on veut exprimer à travers ses écrits. Il y a des articles qui sont impeccables, qui sont très bien faits, qui sont densément écrits. On les lit avec plaisir. Il y en a d'autres, dès la 3e ligne, on balance le journal parce qu'on voit que le journaliste n'a rien à dire et que c'est du remplissage. Donc ça dépend du caractère. Mais ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, en Algérie, la presse, elle se laisse un peu aller. Et pas seulement la presse écrite, hein. Les radios, les télévisions, les médias de manière générale. Voilà. Il faudrait peut-être qu'un jour, un autre esprit remplace celui-là, parce que c'est comme ça que cela se passe, c'est lorsque les conditions changent, que la presse change. Nous, la presse, dans les années 80, n'est pas semblable à celle de 2017, et probablement, d'ici quelques années, si les choses redevenaient sérieuses, parce qu'actuellement elles ne le sont pas, peut-être qu'on verrait l'émergence d'une nouvelle presse avec des journalistes qui écrivent selon les normes, selon les règles, quoi. Mais est-ce que cette multiplication exponentielle des titres, est-ce que ça ne nuit pas justement à la qualité de l'information que vous avez? C'est possible, parce que pourquoi un journal qui est mauvais sort tout le temps, sans arrêt, ici vous voyez, dès que l'argent manque, plus de journaux. Si on ne paye pas l'imprimerie, à chaque fois qu'on sort le journal, il faut remettre le chèque. Vous ne pouvez pas vous prendre le journal. En Algérie, je ne connais pas très bien, j'ai perdu un peu le contact avec la réalité de la presse algérienne, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Qu'on n'est pas encore arrivé à du sérieux. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça remonte aux années 90 à peu près. Hein. Ça a commencé comme ça. Et le regard que tu portes aujourd'hui sur les débats un peu d'intellectuels que nous avons en Algérie, comme ce qu'on a vu par exemple entre Kamel Daoud, Rachid Boujdra, Yasmina Khadra, etc.
est-ce que, selon ton expérience, selon ton point de vue, est-ce que ce sont des débats de bonne facture, de haut niveau, ou bien on est un peu dans des chamailleries On est beaucoup dans des chamailleries, et ça, ce n'est pas propre à cette année. Rachid Boujdara avait eu un très grave accrochage avec Tarjout. Et c'est Emzian Farhani qui a réussi à arranger l'affaire, mais déjà dans les années 90, je pense, dans les années 80, je ne me souviens plus très bien, non, dans les années 80. En 90, j'avais quitté Algérie Actualité, donc c'était dans les années 80, il y a eu un accrochage entre Rachid Boujdara et Tarjout. Je ne me rappelle plus à propos de quoi, mais c'était à propos de l'écriture ou de je ne sais quoi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous, on se jalouse beaucoup. Hein. Quand je vois certaines choses, tel écrivain qui accuse tel autre à propos d'une affaire lamentable. Mais c'est partout. C'est dans le monde entier, ça se passe comme ça. La jalousie, parce que même dans le journalisme, il y a des gens qui pensent être de meilleurs écrivains que d'autres. Rachid Boujdara était un sommet. Celui qui a écrit quand même L'escargot entêté, celui qui a écrit La Réputation. À l'époque, il fallait les écrire, ces livres-là. Maintenant, il y a des gens qui écrivent des livres aussi forts, sinon plus forts que les siens. Donc ça fait un peu mal à l'ego. Vous connaissez le proverbe qui dit « Tous les journalistes sont égaux ». Égaux, E-G-O. Et on est donc dans cette bataille d'ego, mais est-ce que le lecteur ou celui qui s'intéresse un peu à ces débats intellectuels, est-ce que le fait de voir justement cette manière de faire les débats, de ramener le tout à soi, des chamailleries, etc., est-ce que ça ne fait pas fuir les gens justement de dire « Ah ben non, moi nos intellectuels, ils ne m'amènent rien du tout, je préfère aller lire ailleurs ». Non, je ne pense pas, ils lisent, ils font leur miel, y compris de choses inintéressantes. Parce que voir Rachid Boujdara et comment il s'appelle Yasmina Khadra s'agripper, c'est toujours intéressant. Parce que ce sont des géants et on veut savoir ce que reproche l'un à l'autre. Et puis parfois c'est comique, et puis parfois c'est toujours enseignant. On se dit tiens, ils sont capables de s'accrocher pour une histoire, pour un point aussi ridicule que ça. Donc finalement, ils ne sont pas tellement loin de moi. Et là, on revient ici un peu au Canada pour terminer, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. L'expérience journal Alpha. Oui. Est-ce que quand on a été journaliste dans un grand hebdomadaire où on a fait des interviews de Podief, on a assisté justement à l'exécution carrément de non, j'ai pas exécuté, j'ai pas assisté à l'exécution. Non, mais vous étiez là. Vous étiez en Roumanie à ce moment-là. Pas avec le peloton d'exécution. Pas avec le peloton, mais vous étiez quand même là. Oui, j'étais là-bas. Donc vous êtes de cette époque-là, vous avez assisté à un événement majeur. Mais quand même, vous avez énormément d'expérience, vous avez parlé de sujets beaucoup plus importants, et là, vous êtes à la tête d'un journal communautaire, et parfois vous êtes obligé aussi de parler de ces chroniques de chiens écrasés. Est-ce que ça ne fait pas mal ça à l'ego, justement? Non, parce que j'ai été content de rester dans mon domaine. Parce que beaucoup de mes amis journalistes qui sont actuellement à Montréal n'ont pas eu cette chance. Ils ont été obligés de faire autre chose que le métier qu'ils exerçaient en Algérie. Moi, j'ai eu cette chance-là. Bon, là aussi, j'ai eu cette chance, mais en même temps, j'ai été aidé par des gens qui m'ont donné un grand coup de main. Donc, je me suis retourné, j'étais content. Bon, je savais que je ne faisais pas grand-chose, attention, je n'ai jamais confondu Alpha avec Algérie Actualité. D'abord parce que j'étais seul pratiquement pendant des années à le faire. Ensuite, je n'avais pas les moyens, un seul journaliste pour un journal, c'est crevant. Mais j'ai tenu la gageure. J'ai quand même réussi à maintenir ce journal pendant 20 ans. Imaginez si j'avais eu un peu plus d'argent. C'est l'argent qui a manqué. Et d'ailleurs, le journal s'est arrêté suite à un infarctus que j'ai eu. J'ai essayé de le relancer, mais ce n'était pas possible.
Le journal est très exigeant. Hein. Ça demande. Ça, en c'est plus, bon, j'écrivais plutôt. sous pseudo, j'écrivais sous mon nom personnel, sous pseudo, donc j'avais la tête qui allait éclater. J'ai dû m'arrêter. C'est mieux ainsi. Mais quand on travaille, quand on fait un journal communautaire, dans une communauté comme la nôtre, est-ce qu'il ne faut pas, des fois, justement, ménager la chèvre et le chou, parce qu'il faut faire attention de qui, de quoi on parle Et oui, c'est ici, c'est à Montréal que des gens m'ont jeté le journal à la face. C'est ici à Montréal que des personnes ont tenté de me gifler, qui ont levé la main sur moi, et c'est arrivé plusieurs fois. Jamais ça n'est arrivé en Algérie. Il a fallu que j'arrive ici, à Montréal, pour assister à des scènes dont je n'avais même pas idée, que je ne soupçonnais même pas. Et on te reprochait quoi exactement? Une fois, il y a RDI qui m'a demandé à la télé, le reportage est passé à la télé, il m'a demandé. Ah, je me souviens. J'avais parlé de réseau dormant. C'était en 1999. Un peu pour situer les gens qui nous regardent, donc c'est Julie Miville de Chêne, Oui. qui est aujourd'hui à la tête d'une association féministe. À l'époque, elle était journaliste à Radio-Canada. Et à cette époque-là, il y a eu l'affaire Ahmed Rassam, et donc c'était un grand branle-bas. C'était avant l'affaire d'Ahmed Rassam. C'était avant. Ahmed Rassam, c'était au mois de décembre. Et moi, l'interview a été réalisée au mois de février, pratiquement 10 mois avant l'affaire Ahmed Rassam. Et donc, mais c'était quand même, on parlait beaucoup de réseaux terroristes. Et donc la journaliste, elle pose une question, mais comme des fois les journalistes, quand ils n'ont pas réellement une matière, on essaye d'en inventer un peu. Donc elle pose la question, comment s'organisent les groupes terroristes? Et je te laisse répondre. Et donc, je dis, il y a des réseaux dormants à Montréal. Donc, l'interview est diffusée sur RDI. Et puis, je ne sais pas, 2 ou 3 jours après, je me promène, je rentre dans un magasin tenu par, je pensais, un ami, et qui, devant tous les clients, lève la main sur moi pour me dire, je vais... Enfin, oui. On imagine. Et je dis, mais écoute, tu es malade, ça ne va pas. Il a failli me tabasser devant les clients. Puis il s'est rappelé qu'il était au Canada et qu'il risquait la prison. Il s'est retenu. Il s'est retenu. Donc, et ça c'est important de le souligner. Donc pour toi, les événements les plus, je veux dire, les plus violents par rapport à ton métier, tu les as finalement vécus ici? Bien, parce que ici, je connais tout le monde. En Algérie, j'étais anonyme. Il y avait des gens qui connaissaient mes signatures, mais qui n'étaient pas capables de... Donc on peut aimer ou détester la signature, mais on n'a pas le... Oui, on n'a pas le physique devant soi. Oui. Mais là, non, là, je connais tout le monde. Je rentre dans tous les commerces, je serre la main, dans les cafés, donc tout le monde, je connais tout le monde. Quand je dis tout le monde, j'exagère, bien sûr. Mais disons que je connais... Tous les gens actifs. Tous les gens, enfin beaucoup, énormément de gens. Et puis, énormément de gens m'ont visionné. Et donc, des fois, il y avait des scènes horribles. Je me rappelle une fois, j'ai tendu un journal à un Algérien, et puis il l'a pris, et puis il me l'a jeté à terre avec des mots très méchants. Hein. Donc voilà, je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce journal? Il n'y a pas grand-chose finalement. C'est un journal de service, d'information, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Mais même ça, ce n'était pas supportable. Est-ce que ces réactions-là ont changé votre façon de faire du journalisme, justement, au sein de la communauté? Non. J'écris des articles, j'ai des articles à la maison que je n'ai pas publiés. Pour garder la main, tout simplement. Ah oui? Oui. Quelques-uns. Mais est-ce que, quand on est exposé à ce genre de réaction, est-ce qu'on ne commence pas à s'auto-censurer, à se dire ah non... Quand j'ai envie d'écrire un article et je sais qu'il ne peut pas passer dans Alpha, je l'écris bien comme il faut et je le range dans une clé USB. J'ai fait ça plusieurs fois. Ça m'arrive. C'est parce que je me dis qu'il faut garder des témoignages de l'époque où l'on vit. Comme les photos. Les photos, j'ai pris 5000 photos sur je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de CD, mais toutes archivées. Toutes avec le nom et le prénom et la date de la prise de vue. C'est un travail énorme. Pour faire ça,
pour prendre une cartouche, comment on appelle là où on met les photos, une carte mémoire, la mettre et puis... Oui, et je me rappelle, c'est vrai, à une époque, Mustapha était toujours... il promenait sa caméra comme un chien. Là où non, il était là. C'est ça. Quand je me levais le matin, je m'habillais, elle était là. Quand j'avais besoin de l'appareil photo, je le sortais de son étui et je prenais des photos. Et donc là, j'ai des photos énormes. Là. Et là, tu as 5000 photos, donc c'est minimum. Ça, c'est l'histoire de toute la communauté, ça. Depuis 1994, j'ai des photos où certaines personnes ont les cheveux noirs. Oui. 1996, pardon. Et les mêmes personnes, j'ai leurs photos. Oui. En 2015, là, avec des cheveux blancs. On voit les effets. Blancs, oui. On voit, et pour moi aussi, dans les premières photos, dans les premiers selfies, les premiers selfies que je prenais de moi-même, donc j'avais les cheveux bien noirs, la moustache bien noire, et puis les derniers, voilà, à quoi je ressemble maintenant. Voilà. Enfin, toujours la forme, Mustapha. Et Mustapha, un peu pour terminer, quel est le regard que tu portes sur la communauté aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est une communauté qui s'intègre bien, que finalement elle a réussi à se faire sa petite place, ou bien c'est à peu près... Ça dépend. Il y a des personnes qui ont très bien réussi. Très bien réussi, ils sont intégrés, ils ont des métiers. Dans leur domaine, ils ont lancé des entreprises... D'autres, par contre, là, qui sont tombés à un niveau effroyable. Et il y a un peu de tout dans la communauté algérienne, mais ce qu'il y a, la communauté algérienne n'est pas unie. Ça, c'est clair. Si on était un peu plus unis, on pourrait peser plus lourdement sur ce qui se passe ici. Mais on a trop de gens. Chacun veut tirer la couverture à soi et ça ne fonctionne pas. On revient à l'histoire d'ego et tout ça. Donc oui. Est-ce que tu crois à l'existence de la communauté? Physiquement, oui, elle est là. Il y a quand même une centaine de milliers d'Algériens. Mais est-ce que, quand je vois par exemple que les Marocains, ils ont un centre communautaire Dar el-Maghrib, et que nous n'avons rien. On n'a pas la maison Algérie. On a lancé le projet, ensuite le projet s'est craché, et puis je ne sais plus où est-ce que ça en est, comment, pourquoi nous, on n'a pas un minimum qui s'appelle la maison d'Algérie, où on pourrait se retrouver de temps en temps. Il y a les Grecs qui ont la maison grecque, il y a les Grecs, les Italiens, pardon, ils ne sont que l'Italien, et nous, rien de rien. Je veux dire, des ministres de l'immigration sont venus ici. La question leur a été posée, ils ont dit qu'ils allaient prendre les moyens, etc., etc. Et puis, ça reste des paroles en l'air. C'est dommage. Allez, dernière question pour terminer. Est-ce qu'on peut revoir un jour Mustapha dans un journal quotidien en Algérie ou un hebdomadaire? J'espère. Mais maintenant, je temporise, parce que le journalisme est un métier qui est très exigeant. Il faut cavaler, il faut écrire, ça prend des journées. Parfois, c'est toute une nuit d'écriture, et puis on arrive à un âge, parce que là, il faut aussi il faut être réaliste. Il arrive à un âge quand on dépasse la soixantaine. On a donné ce qu'on avait à donner. Il faut laisser la place aux jeunes. Il y a des gens qui arrivent, qui sont... fringants. Oui, et qui en veulent. Donc, qui sont là, qui écrivent très bien. Moi, je lis, tous les jours, je vais sur Internet et je lis les journaux algériens. Et j'ai des journalistes dont je recherche la signature. Et donc, dès que je vois la signature d'un tel ou une telle, je lis. Quel que soit le sujet, je le lis. Comment se fait-il, là, puisque je pose cette question parce que tu viens un peu de m'aiguiller vers ça. À l'époque justement d'Algérie Actualité, il y avait beaucoup de journalistes femmes qui étaient de très 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 belles plumes. Vraiment des journalistes qui écrivent parfaitement et très très bien. Les femmes ont toujours été les meilleurs journalistes d'Algérie Actualité. Ben oui, j'espère que mes collègues hommes, s'ils m'écoutaient ou s'ils me voyaient, ne m'en voudraient pas, mais on avait des journalistes femmes dont la signature était reconnue.
C'était extraordinaire à une certaine Oui. époque, d'ailleurs. Oui. Mais aujourd'hui, il y a moins de femmes, il me semble. Il n'y a pas un nom comme ça qui sort, qui se distingue, à part Tlemceni, tout ça. Il n'y a rien qui sort. Oui. À une certaine époque, on avait Salima Razali, on avait Fatih Aqab, on avait Malika Abdelaziz. Malika Abdelaziz. Il y avait plein de gens comme ça qui faisaient. Oui, Aujourd'hui, c'est un des peu gens comme- qui faisaient leur travail, qui s'appliquaient, allaient chercher l'information où elle se trouvait et qui évitaient à peu près la tendance que l'on observe aujourd'hui, le commentaire et l'éditorial, l'opinion, la chronique, etc. Parce que ça, c'est plus facile. On peut le faire derrière une table avec un café et on peut raconter ce qu'on veut. Et oui. mais comment se fait-il aujourd'hui? On n'a plus cette arme chez les femmes. C'est peut-être les temps qui ont changé. Peut-être les temps ont changé. Peut-être qu'il y a Facebook qui a pris le relais. On apprend beaucoup plus de choses sur Facebook que sur les journaux, par exemple. Le simple fait que ce soit des individus dans des villages, dans des villes, peu importe, dans des endroits insoupçonnés, qui écrivent. Une fois, moi, le plus bel article que j'ai lu, c'était un petit post de quelques lignes sur quelqu'un qui racontait comment un paysan se tuait à produire de la tomate. C'est tout petit, mais c'était magnifique. C'était d'une densité qui venait vous chercher, qui venait vous fouiller les tripes. Alors que dans les journaux, sur 2 pages parfois, il n'y a que du bavardage. Ben voilà, donc j'espère que notre bavardage vous a intéressé ce soir. Notre invité était Mustapha Chelfi. Merci beaucoup Mustapha pour cette Avec invité. plaisir. Et merci surtout d'avoir partagé avec nous ces souvenirs. Ben oui. Et puis, comme je vois, tu es toujours... J'espère que l'avenir va nous fournir d'aussi bons souvenirs. J'espère moi aussi, j'espère du fond du cœur. Et donc, voilà, merci à vous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, comme on le dit toujours, gardons le sourire. Bonsoir.